Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Comme vous le pensez, hein, le Sénégal fait partie des pays qui ont des relations privilégiées avec l'Ukraine. Et nous savons que la guerre dans ce pays aura des effets sur les relations entre le Sénégal et l'Ukraine, surtout sur le plan des échanges commerciaux, mais également au plan économique, au plan de manière générale, et pourquoi pas même au plan diplomatique. Parce que d'un côté, ce pays du Sahel compte sur l'Ukraine pour satisfaire sa demande en céréales, mais aussi en produits d'hydrocarbures. En effet, le blé comme le pétrole sont des produits incontournables dans la vie socio-économique du pays, avec une propension de consommation des produits généralement importés. Vous savez, les Sénégalais aiment consommer régulièrement des produits qui ne sont pas vraiment l'apanage de la production sénégalaise. Donc, cette propension à consommer le café, à consommer le pain et tant d'autres produits fait du Sénégal un pays dépendant par rapport au marché international. Est-ce que vous pensez que cette relation entre le Sénégal et l'Ukraine aura des incidences sur le quotidien des Sénégalais? Parce qu'on sait bel et bien que le Sénégal est un pays dépendant, en tout cas de la plupart de certaines puissances. Oui, comme je viens de le dire, d'un côté, le Sénégal compte sur l'Ukraine pour satisfaire sa demande en céréales et en produits d'hydrocarbures. Mais en effet, le blé comme le pétrole sont des produits incontournables dans la vie socio-économique du pays. Et donc, les Sénégalais sont beaucoup attachés à ces produits et la guerre risquerait vraiment d'amener des perturbations dans le quotidien des Sénégalais. D'un autre côté, au-delà des céréales même et du pétrole, les exportations du Sénégal vers l'Ukraine, les exportations de l'Ukraine vers le Sénégal concernent particulièrement le fer, l'acier, les graisses, les huiles animales ou végétales. Donc l'arrêt de ces importations du fait de l'impact de la guerre va perturber l'économie et aura des incidences sur le quotidien des Sénégalais. Et impérativement, le Sénégal aura des difficultés vraiment pour satisfaire la demande au niveau du marché national. Et puisqu'on le sait très bien, l'Ukraine est envahie par la Russie, qu'en pensez-vous de la relation diplomatique entre le Sénégal et la Russie? Oui, les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Russie, vous savez, le président l'a démontré au moment où les Nations Unies, il y a eu un vote au niveau des Nations Unies concernant la question sur l'Ukraine, sur la guerre sur l'Ukraine. Le Sénégal s'est abstenu comme beaucoup de pays africains. Donc ici, ils ont eu à relancer le concept de non-alignement. Je pense qu'en tant que pays du tiers-monde, la position de ces pays, c'est d'adopter un non-alignement. Et le fait que la Russie fait partie parmi les pays qui sont, en tout cas, qui détiennent le pétrole aujourd'hui et le gaz naturel, pensez-vous qu'il y aura en tout cas un bouleversement commercial ou même une relation diplomatique entre le Sénégal et la Russie, d'autant plus que le Sénégal vient de découvrir qu'il y a le pétrole au Sénégal? Non, le bouleversement au plan diplomatique, non, je ne pense pas au plan diplomatique, mais au plan économique, les échanges seront beaucoup affectés. Et comme vous le savez déjà, le baril de pétrole a avoisiné les $100, donc ceci pourrait avoir un impact direct, surtout si on n'arrive pas à trouver un marché qui pourrait approvisionner le Sénégal de manière régulière. Donc, au plan économique, il y aura des difficultés, mais au plan diplomatique, nous entretenons toujours les bonnes relations, à moins que nos partenaires occidentaux entrent en jeu pour pouvoir vraiment perturber la coopération entre la Russie, mais également l'Ukraine et le Sénégal. La présence de la force Wagner de la Russie au Mali, pensez-vous que c'est une bonne chose pour la sécurité du Sénégal? Non, là je pense que les Russes ont calculé, ils ont calculé.
Bon, ils ont d'abord testé leur présence au niveau de la République centrafricaine. Ils sont également au niveau du Soudan. Et maintenant, ils viennent parce qu'il leur faut s'ouvrir, il leur faut sortir de leur isolement pour aller tester d'autres milieux climatiques et prévoir éventuellement au cas qu'il y aurait une guerre. Donc, au niveau du Sahel, ils ont l'espace pour pouvoir expérimenter certaines armes, mais également ils peuvent faire de cet espace un camp d'entraînement pour tous ces mercenaires russes qui sont en train d'intervenir au niveau international. Donc, l'URSS tente de casser son isolement et de s'ouvrir au reste du monde. Parce que la Russie, elle a été pendant longtemps bloquée par les puissances occidentales, et donc il va falloir adopter d'autres stratégies pour pouvoir vraiment sortir de l'isolement et s'ouvrir au reste du monde, avoir d'autres partenaires commerciaux, mais également des partenaires diplomatiques. Et aussi, on voit la plupart des médias européens et les médias partout dans le monde, on évoque en tout cas la superpuissance militaire de la Russie aujourd'hui avec les armements qu'ils ont démontrés. Pensez-vous qu'on tend vers un nouvel ordre mondial avec des bouleversements géopolitiques et géostratégiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec la superpuissance de la Russie, est-ce qu'on va assister un tout petit peu à une faiblesse de l'Europe ou même des États-Unis sur le plan militaire? Non, pas une faiblesse de l'Europe, mais vous savez, depuis la chute du mur de Berlin, on est entré dans une situation d'unipolarisme contrôlé par les États-Unis, c'est-à-dire les puissances occidentales sous le parapluie des États-Unis. Aujourd'hui, le rebondissement de la Russie est un phénomène qui essaie de casser cette domination du camp occidental sur le monde, et on constate que ça pourrait peut-être que c'est un équilibre qu'on essaie de casser, et la domination, et d'apporter un équilibre international. Parce que l'équilibre au plan international, il faut qu'il y ait une certaine contradiction entre les différents blocs. Mais si c'est un bloc seulement qui contrôle la situation, alors ce bloc pouvait dicter. Donc aujourd'hui, la présence de la Russie sur la scène internationale au plan militaire, au plan économique, mais aussi au plan diplomatique, pourrait avoir un avantage pour certains pays, surtout les pays du Tiers. On va essayer de bondir sur la question migratoire. On a vu que l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal a lancé dans les réseaux sociaux pour qu'il y ait, en tout cas, s'il y a des volontaires sénégalais pour aller défendre leur propre pays. Qu'en pensez-vous aujourd'hui à cette réaction de l'Ukraine par rapport à la question migratoire, là où les États essaient de mettre l'accent sur la migration légale? Ils préfèrent passer par les armes pour essayer de faire migrer un certain nombre de Sénégalais. Qu'en pensez-vous? Cette migration est prônée pour une cause bien déterminée, c'est-à-dire le pays est menacé. Donc on lance un appel à tous ceux qui sont vraiment solidaires de cette question et de venir les accompagner. Mais la migration traditionnellement qu'on connaît entre la Russie et le Sénégal et bon nombre de pays africains, c'est une migration centrée autour des étudiants. Donc ce sont des étudiants, beaucoup d'entre eux qui sont au niveau de la Russie et aujourd'hui qui commencent à avoir des difficultés. Il va falloir que la Russie gère bien la question des migrations, mais ce qu'on commence à voir au niveau du net, des immigrés, des immigrés africains qui sont menacés par la population, ou bien que les Ukrainiens refusent de pouvoir vraiment prendre en charge, c'est-à-dire d'être dans le même bus, dans le même car, dans le même train que les immigrés africains. Donc ça poserait problème. Donc généralement, la question migratoire dans ces régions, dans ces pays, ce ne sont pas des pays de tradition pour trouver un emploi, mais ce sont des pays qui reçoivent beaucoup d'entre nous. Ce sont des étudiants qui sont là, qui viennent pour étudier, et à la fin de leurs études, généralement beaucoup d'entre eux rentrent. Donc, en ce qui concerne l'appel de l'Ukraine, c'est un appel de détresse. Un appel de détresse qu'ils ont lancé. Et là, je pense que même nos États auront des difficultés pour freiner les volontaires parce qu'ils vont partir clandestinement, parce qu'ils sont dans le besoin. La manière dont les mouvements djihadistes
groupes armés recrutent, et ça sera la même chose si les gens trouvent vraiment une opportunité pour régler leurs problèmes de vie quotidien, alors ils seront obligés d'aller de manière clandestine. Alors, on voit souvent aujourd'hui la question revient de façon récurrente, la question migratoire. À votre avis, quelles sont les causes qui poussent les jeunes à quitter le Sénégal? Parce que je ne sais pas si c'est un problème de politique publique, un problème d'orientation de l'État, ou au moins c'est un sentiment personnel ou familial que les gens parviennent à quitter le pays pour aller à l'étranger de façon illégale. Non, oui, la migration de manière générale est liée à des facteurs déterminants, entre autres les difficultés, les conditions de vie. Quand les conditions de vie deviennent difficiles, l'individu cherche à améliorer sa situation et il cherche également à quitter d'un lieu pour aller vers un autre lieu. Donc l'Europe est considérée comme un Eldorado, alors les gens sont obligés de quitter pour aller vers l'Europe et essayer d'améliorer leur situation. Là, je pense que ce n'est pas, c'est comme une houle de mer, personne ne peut arrêter cette houle. Pour cela, il va falloir que les États africains revoient leur politique de développement. Tant que les politiques de développement ne prennent pas en charge la question de chômage des gens, mais ne règlent pas la question de survie des populations, je pense que les gens vont aller ailleurs pour pouvoir vraiment remédier à leurs difficultés. Et c'est ce qui explique. Donc, au centre de tout cela, je pense qu'il va falloir réviser les politiques de développement de ces pays. Alors, merci beaucoup en tout cas, Dr Famara Sané. L'Institut d'études et d'évaluation des politiques publiques vous remercie de votre disponibilité et vous donne en tout cas rendez-vous dans un mois pour les prochaines en tout cas échanges de façon positive. Merci également à l'Institut qui innove et qui est en train de faire un travail sérieux pour pouvoir participer et être dans la dynamique de publication de tous les organes scientifiques. Et je pense que l'Institut est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Voilà.